bien bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce jeudi soir, ce jeudi 18, c'est l'appel du 18 juin, et d'ailleurs vous avez le rappel légal qui est en incrustation. Je vous laisse le regarder, et tout de suite après nous engageons l'analyse sur les actifs qui viennent tout de suite. Et il s'agit justement du S&P et du VIX. Ça tombe bien puisqu'ils vont ensemble. Alors, ce que l'on peut déjà dire aujourd'hui, alors ce que vous voyez donc là actuellement, il y a pas mal de dessins. Alors pour les personnes nouvelles ou débutantes, je vais prendre des précautions pour vous expliquer quels sont ces outils. Alors là ici, j'utilise un cercle qui va me permettre donc de pouvoir cibler exactement là où je veux vous montrer, où je veux attirer votre attention. Mais déjà aujourd'hui, il n'y avait pas d'informations particulières au niveau des publications. C'était pas transcendant. Par contre, oui, bien sûr, comme tous les jeudis, il y a les demandes d'allocation de chômage qui sont ressorties donc à 1,5 million au-dessus du consensus. Mais ça n'a pas fait vraiment décaler le marché. Mais c'est surtout l'inquiétude qui perdure depuis des jours, voire des semaines, au niveau justement du coronavirus. Et je tiens aussi à attirer votre attention sur le fait que la Floride a signalé donc hier 2600 nouveaux cas de coronavirus, l'Arizona 1800. C'est la plus forte augmentation que l'on ait donc en augmentation quotidienne. Donc, si vous voulez, peut-être qu'effectivement en Europe ça se passe mieux, bien qu'il y a aussi donc des foyers. La Chine ce matin, lorsque nous avons eu un pic haussier, a été justement stimulé par l'annonce du comité de santé de Pékin qui disait que c'était sous contrôle. Voilà, on prend ça donc avec des pincettes, on y croit, on n'y croit pas. Toujours est-il que le marché y a cru pendant environ 1 heure. Il est monté en flèche il est retombé voilà, quasiment aussitôt. Alors d'ailleurs on va parler donc de la clôture justement sur le marché européen, puisque nous avons eu donc des petites baisses, hein, pas énorme, mais malgré tout, il faut quand même le noter. Et justement sur le DAX, on en a parlé tout à l'heure pendant le live trading, que justement sur l'unité 4 heures, mais surtout sur l'unité horaire en H1, nous avons eu une étoile filante que je reprendrai d'ailleurs demain donc pour le point théorique, qui est un chandelier donc japonais et qui a cette forme. Je vais essayer de vous en trouver une pour qu'on sache donc de quoi on parle. Voilà, ça a cette forme-là. Hein, cette bougie que l'on a ici en, en rouge, voilà, je vais donc cibler comme ceci. Voilà. Si vous voulez, généralement, donc ce genre de bougie traduit le fait que pendant une période donnée, pendant la journée, bon là c'est en 4h, hein, et si c'est donc pendant la journée, eh bien on a une progression qui se fait jusqu'à aller chercher donc ce point haut ici, qui est donc la mèche par la suite, puisque la clôture, alors bien sûr ça peut être en journée, ça peut être en 4 heures, ça peut être en 1 heure, ça peut être en 15 minutes, ici c'est en 4 heures, et bien forme après donc un corps, donc c'est ce que l'on voit ici donc en rouge, euh, petit rectangle, et la partie haute donc symbolise une sorte de mèche d'étoile filante, la queue de la comète. Voilà, donc généralement donc c'est baissier. C'est ce qui s'est passé justement donc sur le marché. Il y a eu donc cette hausse importante justement stimulée par cette annonce de la Chine. Et puis bon, ça n'a pas vraiment donné beaucoup de suite puisqu'on a un CAC qui clôture en baisse de 0,75% à 4958,75 et un DAX qui lui en baisse de 0,81% à 12 281,53. Et donc globalement, il y a vraiment des inquiétudes qui commencent à se cristalliser et c'est vraiment quelque chose qu'il faudra donc prendre avec attention, peut-être pour ce week-end. Alors justement, je voulais revenir justement sur le S&P. Vous l'avez ici en H4 et forcément, il y a eu beaucoup de dessins, beaucoup d'estimations, beaucoup de spéculations sur qu'est-ce que l'on a, où sont les vagues A, B, C. Bon, là, il y en a une sur laquelle donc je tiens donc à communiquer.
travaille dessus. Donc la baisse que l'on a eue sur février-mars aurait formé donc une vague A qui est une vague correctrice. On en a parlé d'ailleurs vendredi sur Préparez-vous. Donc la vague correctrice se fait en 3 vagues en ABC qui corrigerait en fait 11 ans de hausse depuis 2009, depuis mars 2009. Et donc ces 3 vagues-là, donc il y en a une qui a déjà été faite. La deuxième hypothétique, c'est celle qui a priori pourrait déjà être faite. Et donc nous serions en train donc de construire la vague C, qui normalement donc doit dépasser le plus bas de la vague A. Sauf si c'est donc une correction irrégulière. Bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais globalement, elle doit quand même être aussi importante en longueur que la vague A. Et justement, pour en ce qui concerne donc le S&P, là il est en H4, eh bien, je me suis permis donc de tracer ici 2 biseaux. Je vais le mettre en plus épais pour qu'on le voit beaucoup mieux. Et je vous encourage donc à le dessiner donc sur vos graphiques, puisque on aurait déjà terminé justement. Et là, il est vraiment beau parce que on a eu ici 2, 3 impacts, bon, 4 impacts. Ici, on a eu également donc plusieurs, en tout cas un impact ici, un deuxième en pince, parce qu'on est arrivé plusieurs fois dessus. Bon là, c'est le temps de départ, on n'en parle pas. Et ça valide le fait que il doit être correct, puisque quand on l'a cassé, on a vraiment cassé avec une grande vitesse. Donc c'est quasiment la verticale, cette baisse. Et généralement, c'est comme ça qu'on casse les supports ou les résistances. C'est vraiment à toute vitesse. Et on aurait donc terminé ici donc une sorte de backtest. Et dans le décompte Elliott, eh bien, bon, il n'est pas juste que de toute façon donc Elliott, il se fait donc au fur et à mesure, mais ça, surtout pour vous donner donc pour me donner aussi une voie, un canevas. Et donc nous aurions fait donc une vague 1 que j'ai appelé donc ici donc avec son I, le 2 qui est donc la vague correctrice de I. Et donc je l'ai fait très profonde et je trouve qu'elle est assez fidèle et c'est pour ça que ça me motive quand même beaucoup à tabler là-dessus puisqu'on aurait un retracement de 78,6%. Donc pour les personnes débutantes, c'est Fibonacci qui nous a donné donc un outil et donc on a utilisé donc son nombre d'or, sa suite de nombres de Fibonacci. Et donc dans ces retracements-là, eh bien, on prend le plus haut, on prend le plus bas, et quand on retrace le premier niveau, on retrace 23%, le deuxième 38,2, 50, 61,8, 78,6, 88,6. Et donc 78,6 correspond vraiment à ce qui est possible de faire dans une vague 2. Ce qui veut dire que si elle est terminée, nous serions donc en train donc de chercher la vague 3. Je pense pas que la vague 3 soit là, je pense que ça serait une extension, parce que derrière il y a une vague 4 correctrice. Généralement la vague 1 elle est impulsive, c'est une impulsion. La 2 est corrective, la 3 est une impulsion aussi, qui doit être la plus longue. La 4 corrective, et la 5 qui est encore plus bas. Mais la 4 elle ne doit pas dépasser le plus bas. Donc vous voyez, c'est un peu gênant, donc là a priori ça va pas être ça. Mais c'est pour avoir l'idée. Et donc, si on a bien terminé la 2, on serait en train donc de construire une vague 3 qui elle-même pourrait être en sous-vague. On aurait ici une première en 1. C'est intéressant, Elliot, intéressez-vous-y. On aurait une vague 1 ici, une 2 là et une 3 qui terminerait, qui formerait donc un premier décompte donc d'une vague 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et la 3 qui se terminerait également en 5 sous-vagues. Bon. C'est tout simplement pour dire que si c'est correct, eh bien, ça permettrait d'étayer tout ce calcul et ce décompte justement de cette vague C. Et dans tous les cas, l'idée donc, ça serait donc de terminer donc une structure qui permettrait par la suite de dériver et de reproduire à peu près ce que l'on a donc déjà là, ce que l'on a déjà connu ici, cette dérive, ce trading range. Eh bien, nous pourrions à nouveau le connaître ici sous une vague 4, qui pourrait donc ne pas être très profonde, mais assez longue, compliquée. On appelle ça donc des zigzags. Et pour après relancer la vraie vague 3, profonde, qui elle sera en 5 vagues évidemment, mais qui serait très profonde et très vive. Et donc, ça permettrait aussi, vous voyez, c'est tout une combinaison, une analyse vraiment contextuelle avec plusieurs techniques qui sont enchevêtrées et qui permettrait d'aplatir ces moyennes mobiles, puisqu'on ne peut pas, j'en parle souvent, on ne peut pas
partir à la baisse justement avec des moyennes mobiles qui sont haussières et en plus de ça dans le bon ordre puisqu'on a donc la 144 qui est en orange qui est au-dessus de la 377. Il faut qu'elle change d'ordre pour qu'on soit à la baisse. Donc c'est vrai que si forcément donc on vient sur cette zone euh, des 2800, 2700, bien sûr ça permettrait donc d'aplatir encore plus les moyennes mobiles et après par la suite l'accélération pourrait se faire justement au travers d'un croisement futur. Et également, la dernière chose que je voudrais faire et vous dire, c'est que là, ici, j'ai utilisé donc les retracements de Fibonacci, mais également avec les extensions. Et donc, nous pouvons également donc utiliser ces fameuses extensions et vous en voyez une première ici qui nous emmène à 27,2% ou à 127,2%, puisque on retrace, si vous voulez, donc, enfin, on retrace de l'autre côté les 38,2, les 61,8, et donc on peut donc descendre encore plus bas pour avoir d'autres niveaux. Et je vous montrerai également comment on peut l'utiliser également pour justement les fameuses convergences, j'en ai parlé aussi, à 200, 261,8, et voir un peu comment on peut trouver des points d'appui. Parce que c'est vrai que là, globalement, on est un peu dans le vide, on ne sait pas où on va. Là, peut-être qu'on aura l'occasion donc de pouvoir les utiliser. Derrière, je voulais donc vous montrer également donc le VIX, puisque il est calculé à partir du S&P 500. Le VIX, c'est l'indice de volatilité implicite du S&P. Le VXD, c'est la volatilité implicite du Dow Jones. VXN, c'est du Nasdaq. Et donc, je vous avais parlé justement de cette structure en biseau, euh, euh, sur laquelle, au travers de laquelle on était sorti. Il est un peu plus simple hein, que celui que je vous avais présenté. Je l'ai un peu épuré. Je gardais qu'une seule ligne de coup. D'ailleurs, j'avais proposé également l'idée donc, que l'on n'allait pas passer cette ligne de coup, qu'on allait euh, refluer à la baisse, parce que pour moi, donc, la structure n'était pas terminée. Et a priori, donc, c'est ce que le marché donc, est en train de faire. Donc, je suis pas déçu donc, de cette approche. On aurait ici donc une forme d'épaule de gauche, peut-être une épaule complexe, d'accord. Ici une tête, et ici une épaule de droite en formation. Ça veut dire que elle est en train de se terminer, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Et le problème, c'est que si elle se termine demain, elle sera donc en position donc d'exploser à la hausse si c'est bien une structure en épaule d'épaule inversée. Et si ça se fait, ça serait donc lundi ou mardi. Et si donc effectivement donc le côté fondamental se marie avec le côté technique, c'est généralement comme ça que l'on obtient donc les meilleurs résultats, pas en ignorant l'un par rapport à l'autre, mais c'est vraiment en les fusionnant, mais aussi en fusionnant les techniques. Eh bien, ça pourrait donc donner un cocktail assez intéressant, surtout qu'en plus, regardez bien, en H4, vous avez donc le resserrement des moyennes mobiles, des bandes Bollinger, pardon, convergent, ce qui veut dire que globalement, quand on converge de cette façon-là, normalement, nous avons après donc une explosion, puisqu'on a un directionnel qui se forme. Vous voyez, ici, on a un resserrement, resserrement, après on a un directionnel, resserrement, on a un directionnel. Là, on a un resserrement, et ce directionnel pourrait effectivement arriver, donc lundi ou mardi. Le problème, c'est que si ça arrive lundi, ça veut dire qu'il y aura des choses qui se sont passées ce week-end. Et compte tenu donc du fait qu'il y a a priori une flambée aujourd'hui donc du côté du coronavirus, ceci pourrait expliquer cela. Bon, je ne veux pas spéculer là-dessus, mais je veux dire que quelque part il y a un bon rendez-vous, une bonne synchronicité entre justement donc les indices qui d'ailleurs respectent bien donc l'idée que je m'étais faite sur le fait que le marché devait tasser sa hausse, que le marché devait également consolider, et a priori donc tous ces scénarios-là tiennent le choc, hein, et la suite eh bien serait assez logique hein, de voir effectivement un VIX arrêter de dériver justement sous la zone des 40, en tout cas c'est le Volix, mais globalement il est assez fidèle au VIX, on est à quelques points près, quelques centièmes, quelques dixièmes. Et normalement, on devrait donc exploser à la hausse. Donc, il faudra voir. J'en fais pas plus. En tout cas, protégez-vous au travers des stop loss. C'est ce que je fais donc régulièrement pour protéger le capital ou pour aller chercher des objectifs. Le stop loss peut devenir aussi un stop win. C'est un outil, pas forcément un outil de défense, ça peut être aussi un outil d'attaque. Merci, bonne soirée et à demain. Au revoir.